Le Canada devrait-il restreindre la citoyenneté de naissance? En ce moment, toutes les personnes qui naissent au pays reçoivent automatiquement la citoyenneté. Ça s'applique même aux touristes ou aux résidents temporaires. La porte-parole conservatrice en matière d'immigration, Michelle Rempel-Garner, suggère de modifier les règles. Elle dit que la citoyenneté automatique devrait être limitée aux personnes dont au moins un parent est citoyen ou résident permanent. On en parle avec Dimitri et Antonine. Donc, Dimitri, les conservateurs qui veulent limiter l'octroi de cette citoyenneté aux gens dont on vient de le dire, là, dont au moins un parent est citoyen, résident permanent. Est-ce qu'on s'attendait à cette demande? Ça sort d'où, ça, cette proposition des conservateurs? Bien, ça sort du fait que 3 ans plus tard, le Canada anglais, les conservateurs se sont réveillés. Puis là, le crédit appartient surtout au Parti québécois, de faire le débat sur l'immigration, sur non seulement les seuils, non seulement le nombre de personnes qui se retrouvent ici, mais aussi ça veut dire quoi être citoyen canadien. C'est très intéressant, puis je pense que la première réaction de tout le monde, c'est ou de certains, c'est est-ce que ça se peut-tu que n'importe qui peut atterrir ici comme touriste, avoir un enfant et l'enfant immédiatement devient citoyen canadien? Ou d'autres qui disent, ben, on est tellement accueillant qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai voulu faire des comparaisons à l'international. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, c'est nécessaire qu'au moins un enfant soit l'enfant d'un citoyen ou d'un résident permanent. C'est la même exigence en Australie. C'est la même exigence en Nouvelle-Zélande. C'est un débat important, mais ça peut trancher des deux bords. Donc, par exemple, quelqu'un qui est ici comme travailleur temporaire et son intention, c'est de passer à travers le système puis de devenir résident permanent. Si cette personne a un enfant, est-ce que l'enfant devient citoyen canadien immédiatement ou est-ce qu'on attend, puis qu'est-ce qui se passe à cet enfant pendant qu'on attend que son parents, sa mère, son père, sa famille, deviennent aussi des résidents permanents. Je pense que le plus gros problème en jeu, c'est qu'au courant des 10 dernières années, il y avait un bar ouvert. Et on l'a vu, ce bar ouvert, les grandes entreprises comme McDonald's, Tim Hortons, Walmart ont littéralement utilisé le système d'immigration pour amener des gens d'ailleurs ici avec des conditions de travail pas très respectables pour que ça leur coûte moins cher. Donc, ça peut faire partie d'une discussion plus globale, plus générale, d'avoir de l'immigration positive. Mais est-ce que, et Antonine, je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment un enjeu, ça, le tourisme de naissance? Est-ce qu'on sait si ça amène vraiment un fardeau supplémentaire, là, et on va le mettre entre guillemets, sur le système d'immigration? À quel point on devrait avoir un vrai débat sur cet enjeu-là? Je pense que le débat est tout à fait légitime, mais le tourisme de naissance, c'est très marketing là, comme concept, de penser qu'il y a des gens qui, de manière volontaire, là, s'organisent pour... Ça frappe l'imaginaire. Par contre, il y a des données qui sont têtues, là. On a en ce moment au Canada entre 6 et 7 de personnes qui sont ici de manière temporaire, qui, effectivement, si ils ou elles ont des enfants, ça devient automatiquement des citoyens éventuellement. On a un enjeu de demandeurs d'asile aussi qui sont en augmentation. Donc, nos systèmes d'immigration ont changé. En fait, ils n'ont pas changé. En fait, la réalité a changé et on aurait dû adapter notre système d'immigration au fur et à mesure. On est un peu dépassé. Et c'est normal qu'on s'interroge sur les meilleures manières de fonctionner. Moi, je pense que c'est un débat qui est absolument légitime. Bon, c'est une proposition qui nous arrive d'un groupe d'opposition. Donc, est-ce qu'il y a tous les détails, on a pensé à tout? Pas nécessairement. Moi, par exemple, j'ai des questions sur à partir du moment où quelqu'un fait sa demande de résidence permanente, il a des enfants, elle a des enfants sur le territoire. J'espère qu'on va faciliter les choses. À partir du moment où ils sont dans une voie normale d'immigration, après ça, on nous dit qu'on va protéger, évidemment, tout ce qui est réfugié, parce que c'est un régime qui est un peu différent. Mais les délais sont très longs entre le moment où on a des demandeurs d'asile et des réfugiés. Ça, c'est tous des fronts sur lesquels il faut travailler également. La question du droit du sol, hein, c'est un peu une vache sacrée. C'est un tabou que les conservateurs ont décidé d'apporter sur la table aujourd'hui. Je pense que c'est sain de le faire parce que le monde a évolué.
Le Canada, c'est un pays d'immigration et on a des différences avec les pays européens qu'on donnait en exemple il y a un instant. Mais on n'est pas non plus dans une bulle complètement à part et on se rend compte qu'on a toutes sortes de défis en ce moment auxquels on doit trouver des solutions. Moi, je pense que de commencer le débat et de peut-être, on va faire attention pour qu'il n'y ait pas trop d'effets pervers, on va aller plus dans le granulaire éventuellement, mais je pense que c'est une très bonne chose qu'on aborde cette question. Bien qu'on tienne le débat, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a toujours un risque, Dimitri, parce que c'est toujours sensible, ces enjeux-là, est-ce qu'on pourrait exacerber la montée du sentiment anti-immigration en ayant ce débat-là? Bien, si c'est un débat sur tous les enjeux d'immigration, parce qu'on ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas d'enjeu d'immigration. Et Antonine, j'apprécie l'intervention d'Antonine parce qu'elle me fait penser à la chose suivante. Demandeurs d'asile arrivent au Canada, ça prend 12, 18, 24 mois avant de statuer au lieu que ça prenne 4 semaines, 6 semaines, 1 mois, 2 mois. Si ces demandeurs d'asile sont jugés des réfugiés, ils restent au Canada, commencent leur vie, travaillent fort et ainsi de suite. Si une demande n'est pas acceptée, et ils sont ici depuis 18 à 24 mois, et ils ont des enfants ici, leurs enfants deviennent des citoyens canadiens avec la loi présente, mais on n'a pas accepté la demande de demandeurs d'asile et donc on renvoie leurs parents. Ça se fait. Bien, ça mène à des situations, oui, c'est ça. Donc si quelqu'un vient ici et n'est pas un vrai demandeur d'asile, ça prend 18 à 24 mois pour statuer. Entre-temps, ces gens-là ont des enfants ici, leurs enfants deviennent des citoyens canadiens, mais on renvoie leurs parents. Donc, c'est aussi un mauvais service et pas très canadien, dirais-je, si on veut l'expliquer comme ça, oui. De renvoyer des parents que nous avons statués ne sont pas des vrais réfugiés, mais leurs enfants maintenant sont des citoyens canadiens. Oui, c'est ça, Antonine, il y a des risques là, à tout ça. Oui, ça crée des situations qui sont inhumaines, premièrement, et qui sont complexes aussi à gérer pour nos institutions publiques. Mais pour revenir à la question du sentiment anti-immigration aussi, là, est-ce que d'avoir un débat, ça va créer une exacerbation, finalement, de la xénophobie, de l'intolérance envers les personnes immigrantes? Moi, je pense qu'au contraire, plus on met de la lumière sur quelque chose et plus on permet aux gens non seulement de s'exprimer sur le sujet, mais de trouver les meilleures solutions plutôt que de balayer toujours sous le tapis. Ici, au Québec, on est un peu plus habitué à ces débats-là parce que, bon, la CAQ, le PQ, dans les dernières années, moi, je donne un peu de crédit à la CAQ aussi d'avoir mis cet enjeu à l'ordre du jour au Canada. Dans le Canada anglais, ça va brasser, là, cette proposition-là des conservateurs parce que premièrement, ils n'ont pas nécessairement la même vision des choses. C'est sûr que la question de l'immigration temporaire au Québec, ça a été peut-être plus criant dans les dernières années. Je parlais d'un pourcentage tantôt, mais on a entre 500 et 600 000 immigrants temporaires en ce moment sur notre territoire. On est très au fait, on couvre souvent médiatiquement les impacts de tout ça, etc. Mais dans le reste du Canada, ça risque de brasser un peu plus. Maintenant, il faut que tous les partis se saisissent de ces enjeux. Parce que ce qui se passe quand on dit non, c'est pas un débat qu'il faut avoir parce que c'est pas beau, c'est sale, c'est méchant et tout ça, bien, c'est les partis extrêmes qui vont se saisir de ces enjeux-là, qui vont utiliser la colère des citoyens. On le voit ici, on est quand même relativement chanceux encore, on n'est pas à l'abri de ça. Mais quand on voit en Europe, évidemment, monter des partis d'extrême droite qui, eux, disent aux gens, vos questionnements, vos peurs sont légitimes, votre colère aussi est légitime, et qu'on a un désert dans les autres partis plus modérés où on n'offre pas de solution. Eh bien, c'est pas sain pour notre démocratie, puis ça ne va pas apporter quoi que ce soit non plus aux personnes immigrantes et aux demandeurs d'asile, évidemment. Donc, il faut avoir ce débat de manière sereine, mais tous les partis, autant de gauche et de droite, doivent se saisir de ces enjeux-là. OK. Très intéressant. Je vous remercie pour l'instant. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'effeuillage des mesures du budget qui a déjà commencé. À tout de suite.